les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Donc ce soir, nous avons le plaisir, vraiment le grand plaisir d'accueillir Marc Pernoud pour une conférence qui a été repoussée depuis maintenant 2 ans pour des raisons classiques maintenant. Passage au pluriel et refoulement des réfugiés juifs à la frontière suisse. On ne s'intéresse pas beaucoup à la Suisse ici, bizarrement, alors que finalement, c'est pas très loin. On s'y intéresse simplement jusqu'à la frontière, je dirais. Et c'est pourtant bien intéressant de parler du passage ou du refoulement. Donc évidemment, on va parler ce soir du rapport Bergier et de la commission Bergier, dont Marc Pernoud faisait partie. C'est un projet qu'on mène avec détermination en lien avec le Goethe-Institut, dont je salue le directeur qui est parmi nous ce soir, et le Théâtre des Marronniers, donc depuis 2 ans. Le Théâtre des Marronniers qui présentera un spectacle, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, c'est bien ça, avec la compagnie Golem, à partir de l'ouvrage « Rien opposer sa tête » de Françoise Frenkel, qu'on a là aussi. On fera un certain nombre d'annonces à la fin de cette conférence, de choses qui vont se passer, dont je redirai les dates du spectacle. Et je pense que Marc Pernoud aura à cœur aussi de parler d'une opération menée par la LICRA d'ici 3 semaines, le milieu du mois de juin, à Thonon-les-Bains. On va tout de suite commencer cette conférence qui se fait à 2 voix avec des lectures de Federica Smetana, que je salue et que je suis bien contente de retrouver aussi ce soir. Donc on va alterner l'aspect plus académique et l'aspect plus artistique et littéraire. Et puis on prendra un temps d'échange à l'issue pour se dire ce qu'on a pensé de la conférence et puis pour que vous posiez vos questions aussi. Je vous laisse attaquer. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus et puis merci aux organisateurs et organisatrices pour cette soirée. Disons le thème donc passage et refoulement des réfugiés juifs à la frontière suisse s'insère évidemment dans cette présentation du livre de Françoise Frenkel. Alors comme Françoise Frenkel est venue en Suisse effectivement en juin 1943, mais elle a essayé en 1942 de parvenir jusqu'en Suisse. Alors je présenterai les tentatives qu'elle a menées, qui seront expliquées dans un des textes qui va être lu, et de ce que je vais développer, ce sera plutôt le point de vue des Suisses sur qu'est-ce qui se passe en 1942 et les problèmes que cela pose. Alors, j'avais prévu 5 séquences. D'abord, rappeler quelques références bibliographiques et historiographiques. Une deuxième séquence sur les Suisses lors de l'année 1942. Une troisième séquence, ce sera la lecture du texte. Et ensuite, je parlerai plutôt du parcours de Françoise Frenkel en Suisse de 1943. Excusez-moi, pouvez-vous placer le micro plus près de la... Parce que je vous entends très bien. Désolé. Comme ça va mieux? Très bien. Ça va? Vous dites merci. Pas de souci. Et donc, le parcours de Françoise Frenkel en Suisse de 1943 à 1945. Et je finirai sur l'année 1945, qui est à la fois la publication de son livre en septembre 1945 à Genève, et ensuite, aussi en 1945, la sortie d'un film suisse qui va avoir beaucoup de succès, qui s'appelle La Dernière Chance, qui retrace le parcours de réfugiés à partir de l'automne 1943. Et ce film a été produit par Lazare Wexler, qui était le cousin germain de Françoise, et qui va beaucoup faire pour qu'elle puisse arriver jusqu'en Suisse.
Alors, dans l'avant-propos de son livre, en septembre 1945, Françoise Frenkel écrit « Il est du devoir des survivants de rendre témoignage afin que les morts ne soient pas oubliés ni méconnus les obscurs dévouements. Puissent ces pages inspirer une pensée pieuse pour ceux qui se sont tus à jamais, épuisés en route ou assassinés. Je dédie ce livre aux hommes de bonne volonté qui, généreusement, avec une vaillance infatigable, ont opposé la volonté à la violence et ont résisté jusqu'au bout. » Et elle remercie aussi ses amis suisses qui m'ont tendu la main au moment où je me sentais sombrer. Alors effectivement, elle retrace son parcours dans ce livre depuis les années 30 à Berlin, la période dans laquelle elle est réfugiée en France, où elle fuit à travers Avignon, Nice, et puis finalement Grenoble et la frontière suisse. Et cette œuvre littéraire poignante permet de aussi ouvrir sur une série de problèmes qui ont été beaucoup discutés en Suisse et sur lesquels je vais donner quelques indications bibliographiques. Si vous regardez sur la production historiographique en Suisse, depuis les années 1980, avec l'ouverture des archives en Suisse, il y a eu toute une série de travaux qui ont été publiés, qui ont été notamment rédigés par des collaborateurs d'un groupe de recherche des documents diplomatiques suisses. Et l'avantage de cette publication, c'est que vous pouvez trouver maintenant les documents en ligne. C'est notamment, par exemple, vous pouvez voir un dossier électronique sur la Suisse, les réfugiés et la Shoah. Vous avez là un dessin qui est, par exemple, un extrait d'un interrogatoire par la justice militaire d'un déserteur allemand qui montre des exécutions massives de civils juifs sur le front de l'Est. Donc des informations sur la Shoah qui circulent en Suisse avec difficulté, mais qui parviennent dès 1942 en Suisse. Alors ces documents, vous pouvez les consulter en ligne sur ce site dodis.ch. Et en fait, en Suisse, il y a eu depuis les années 90, notamment en 1996, toute une série de débats sur la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont abouti à la constitution par le gouvernement suisse d'une commission internationale d'experts, Suisse Deuxième Guerre mondiale, qui était présidée par le professeur Jean-François Bergier, ce qui fait que souvent maintenant on parle du rapport Bergier ou de la commission Bergier. En fait, il y avait 9 membres dans cette commission. Un des 9 membres était Saul Friedlander, historien mondialement connu. Alors donc cette commission a travaillé pendant 5 ans. Bon, j'étais le conseiller scientifique de cette commission et avait un mandat très vaste qui avait été donné par le gouvernement suisse à cette commission, ce qui fait qu'un des avantages et privilèges qu'avait cette commission, c'était l'accès aux archives privées, notamment les archives des banques, ce qui était une question, ce qui est toujours une question très délicate en Suisse, ce qui fait qu'on a pu avoir accès à ce moment-là à des archives qui ont été ouvertes pour cette occasion et qui ont été refermées hermétiquement à partir du 1er janvier 2002. Et néanmoins, donc, on a pu publier sur la base de ces recherches en fait 11 000 pages de rapports qui concernaient les thèmes que le gouvernement suisse nous avait demandé de traiter. Mais ces 11 000 pages, c'est évidemment indigeste, même pour des historiens passionnés. Donc, il a été décidé de faire une version synthétique de 200 pages qui a été publiée par le journaliste et historien Pietro Boschetti. C'est un ouvrage que je recommande. Alors, la commission a travaillé sous
feu médiatique, si l'on veut dire. Il y a eu beaucoup de polémiques à ce moment-là. Et ensuite, les choses se sont un peu calmées et on est un peu retombé dans une certaine indifférence médiatique. Mais néanmoins, il y a toutes sortes de travaux historiques qui ont continué à se faire pendant la période ultérieure. Alors, par exemple, là, je vous montre les actes d'un colloque qui a été organisé à Grenoble sur les Juifs dans les Alpes. Ces actes ont été publiés en 2008 et il y a différents chapitres qui concernent aussi la fuite en Suisse des Juifs qui étaient réfugiés dans les Alpes pendant cette période-là. Vous avez aussi la revue d'histoire de la Shoah qui a publié plusieurs numéros sur la Suisse, sur les neutres d'Europe face au génocide de 1941 à 1945, un autre numéro en 2019 sur la Suisse face au génocide, qui reprend une série d'analyses de la Commission Berger, mais aussi de critiques que les travaux de la Commission Berger ont suscité. Et disons, il y a différents points de vue sur l'histoire suisse, évidemment, comme dans d'autres pays. Une historienne a aussi publié sa thèse l'année passée, Ruth Fiva Silberman. Cet ouvrage a été publié par Kalman Levy et le Mémorial de la Shoah. Alors donc, il y a toutes sortes d'ouvrages qui sont à disposition sur la Suisse et la Deuxième Guerre mondiale. Alors maintenant, si on regarde plus particulièrement ce qui se passe en 1942, en fait, comme je l'ai dit, des informations sur les persécutions de plus en plus massives et violentes contre les Juifs en Europe parviennent en Suisse par différents canaux, que ce soit par des militaires, par des organisations humanitaires, par des réfugiés qui amènent aussi des informations avec eux en Suisse. Et les autorités constatent au cours de l'été 1942, sous l'effet des rafles qui se multiplient en Europe, un afflux de réfugiés, ce qui fait que le gouvernement décide en août 1942 de fermer la frontière. Et à ce moment-là, il y a différents documents qui justifient cette décision, et je vous en ai cité deux, dans lequel la division de police, c'est l'équivalent du ministère de l'Intérieur en Suisse, écrit le 13 août 1942, le nombre des réfugiés étrangers et en particulier le nombre des Juifs de nationalités les plus diverses venant de Hollande et de Belgique qui franchissent illégalement la frontière occidentale de notre pays a considérablement augmenté ces derniers temps. Il y avait à ce moment-là à peu près 5000 réfugiés juifs et non-juifs en Suisse, et il y avait à peu près en moyenne 21 réfugiés qui arrivaient à la frontière chaque jour. Et les autorités continuent en disant le voyage de ces étrangers à travers la France occupée est organisé. Il y a évidemment des organisations d'entraide qui les aident. Il faut s'attendre à ce que des Juifs de France occupée et de France non occupée se joignent aussi à eux. Cet afflux de réfugiés est comparable à la fuite des Juifs venant de Vienne après l'annexion de l'Autriche au Reich allemand en 1938. Alors là, la situation alimentaire et tout l'argumentaire que la Suisse a développé depuis 1933 est développé. La Suisse n'a pas les moyens de nourrir sa propre population. Ses bouches supplémentaires seront impossibles à nourrir. Et en plus, la situation sociale, culturelle et économique de la Suisse ne permet pas d'accueillir ces réfugiés. Ce qui fait qu'on décide de fermer la frontière. Il faut préciser que cette politique qui est développée en 1942, en fait, s'inscrit dans une plus longue durée qui commence en fait pendant la Première Guerre mondiale. S'il y a eu une relative ouverture de la société suisse à la fin du 19e, à partir de 1916-1917, il y a un net changement de la politique officielle, de plus en plus, et notamment pendant la période postérieure à 1918,
les autorités affirment qu'il est nécessaire de lutter contre ce qu'on appelle la Überfremdung, la surpopulation étrangère, et en particulier la Verjudung, l'enjuivement ou l'israélisation de la Suisse qui serait menacée. La Suisse qui serait menacée par cette augmentation de la population juive. Il faut rappeler que la population juive en Suisse n'a jamais dépassé 1% de la population, même pendant la période où il y a le plus de réfugiés, c'est-à-dire en 1943, la population juive en Suisse représente 0,6% de la population totale. Donc l'israélisation ou la Verjudung est encore relative. Mais bon, on peut y revenir dans la discussion. Et ce qui est problématique dans ce cadre-là, c'est que les autorités rajoutent et précisent que ceux qui n'ont pris la fuite qu'en raison de leur race, les Juifs par exemple, ne doivent pas être considérés comme des réfugiés politiques. Donc les informations qui parviennent en Suisse ne sont pas jugées assez dramatiques par les autorités pour qu'elles considèrent que le fait d'être juif soit un motif pour être réfugié politique. Ce qui fait que ceux qui réussiront à venir en Suisse, ce sera pour différentes raisons qui sont en fait exceptionnelles, et il faudra attendre juillet 1944 pour que le fait d'être juif soit considéré comme un motif d'obtenir l'asile politique en Suisse. Alors cette position au cours de l'été 1942 suscite de nombreuses réactions dans la société suisse, que ce soit des personnalités juives ou non juives, des organisations israélites ou chrétiennes, des journaux aussi, que ce soit des journaux socialistes ou des journaux libéraux, et des personnalités qui sont actives en Suisse et à l'étranger, qui critiquent cette position des autorités. Et c'est notamment le cas, par exemple, ici à Lyon, vous avez aussi des Suisses qui sont relativement actifs, notamment le pasteur Roland de Purie, qui, dans un fameux sermon de juillet 40, avait déjà appelé à la résistance et qui va être arrêté d'ailleurs en 1943 et détenu à Montluc. Mais vous avez aussi des réseaux d'aide qui passent par le Chambon-sur-Lignon, où des membres de l'œuvre suisse aux enfants, de secours aux enfants Croix-Rouge suisse, sont très actifs, protègent des enfants, les cachent dans les forêts du Chambon et, quand c'est plus possible, organisent des filières qui passent par Lyon pour aller rejoindre la Suisse. Donc vous avez ainsi toute une série de personnalités suisses qui ont des informations et qui critiquent la position des autorités. Ce qui fait que ça se traduit par des démarches confidentielles, des entretiens avec les autorités, mais aussi un débat en septembre 1942 au Parlement suisse, où les représentants les plus critiques de la position gouvernementale sont souvent les élus des cantons frontaliers, le canton de Saint-Gall, de Bâle, de Neuchâtel, où les informations de ce qui se passe dans l'Europe nazifiée parviennent jusqu'en Suisse. On peut remarquer que, par exemple, le socialiste Paul Grabert de La Chaux-de-Fonds, qui est une personnalité souvent critique à l'égard des autorités, avait dénoncé, par exemple, en 1941, l'attitude du gouvernement suisse qui refusait d'intervenir pour défendre et protéger les juifs suisses résidant en France. Et en tant que directeur du quotidien socialiste La Sentinelle, il avait été confronté à des mesures administratives parce qu'il avait publié un article sur la rafle du Veldiv sous le titre « La Sainte-Barthélemy moderne ». Les autorités lui avaient tout de suite répondu « Vous exagérez, à la Sainte-Barthélemy, on égorgeait les gens dans la rue. En juillet 1942, à Paris, personne n'a été égorgé dans la rue. Donc vos analogies historiques sont déplacées. » Alors il avait dû justifier le fait que, certes, les procédures n'étaient pas les mêmes, mais qu'il y avait des violences inacceptables qui étaient commises à Paris. Alors à la tribune du Parlement, le 22 septembre 1942, Paul Grabert affirme
Notre siècle, notre temps a porté jusqu'à ses derniers perfectionnements et raffinements les méthodes de violence, les méthodes de torture et de persécution. Il serait aisé de faire un tableau touchant et pathétique de ce que sont les souffrances qu'endurent et qu'ont enduré ceux qui se sont présentés chez nous. Les ordres reçus ont été si draconiens, je vais plus loin, je pèse mes mots, si inhumains que je sais que des gardes frontières ont refusé parfois d'obéir. Je sais que des gendarmes et des gardes frontières ont pleuré lorsqu'ils étaient obligés d'exécuter certains ordres. C'est cela qui a froissé, c'est cela qui a créé dans le pays un profond malaise et un gros mécontentement. N'y a-t-il pas dans certains bureaux fédéraux, surtout à la police des étrangers, un courant antisémite très net qui se manifeste? Je le crois, on est inspiré par un courant antisémite. Or, le mal est déjà si grand que des théories raciales aussi stupides que néfastes, qui ont gagné une partie de l'Europe, que ces théories raciales d'antisémitisme sont en contradiction avec ce qu'il y a de meilleur dans le christianisme qui a forgé 20 siècles, avec ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit philosophique des hommes, dans la sagesse humaine, dans l'esprit démocratique et républicain. Est-ce que l'antisémitisme peu à peu ne gagne pas du terrain ici et là, et à tel point qu'on n'ose presque plus le combattre, qu'on n'ose presque plus dire qu'on est contre l'antisémitisme, que c'est une déchéance, que c'est un retour aux siècles les plus mauvais de notre histoire. Nous avons à nous mettre à la hauteur des événements actuels, événements qui ont créé des situations toutes nouvelles, événements qui ont autour de nous tissé une trame qui nous émeut tous les jours. Nous sommes au cœur d'une Europe ravagée par le cyclone, nous devons nous affirmer comme des êtres humains tendant à mieux et à venir en aide à ceux qui peinent dans la souffrance. Ça, c'est un argument donc, de ce socialiste neuchâtelois en septembre 1942, mais qui est une voix minoritaire dans la société suisse et dont les arguments ne sont pas jugés suffisants pour faire changer le gouvernement d'attitude, même s'il y a eu une inflexion de la politique au cours de l'automne 1942, et cette inflexion va permettre à un certain nombre de réfugiés d'arriver en Suisse, mais en décembre 1942, l'occupation de la zone sud va amener à un resserrement encore plus strict du contrôle de la frontière. Alors, excusez-moi. Alors pour dire que comment l'argument des autorités de police dans ce contexte-là, je peux vous citer un rapport du commandant de l'arrondissement territorial de Genève, donc la zone de la frontière que va franchir Françoise Frenkel. Et le 3 octobre 1942, il explique les problèmes qu'il rencontre et il écrit « Actuellement, nos frontières subissent un véritable assaut des réfugiés israélites qui s'étaient concentrés en France non occupée et qui provenaient pour la plupart des pays occupés en ce moment par les puissances de l'Axe. Les nombreuses interventions de comités pour la protection des réfugiés, d'avocats, de pasteurs, d'associations de toutes sortes ne font qu'entraver sérieusement notre travail et ne font que le compliquer. Les multiples demandes téléphoniques, la correspondance échangée, les rendez-vous et surtout l'insistance arrogante de certains ne sont pas non plus pour nous aider et nous faciliter. Il n'est pas de mon ressort de discuter les motifs qui ont poussé ces malheureux Israélites à franchir notre frontière pour chercher refuge sur notre terre helvétique. Mais mon rapport ne serait pas complet si je ne disais pas que, malgré tous les sentiments humanitaires que le peuple suisse peut avoir, les sentiments de répression qui nous dominent contre les actes inhumains que subissent ces gens, la traditionnelle hospitalité de la Suisse, cité refuge, il est un devoir beaucoup plus grand qui doit nous guider, celui de la sécurité du pays. En lui-même, chaque cas de réfugié est peut-être tragique, mais j'estime que le devoir de chacun de nous est de penser suisse et de se demander si la situation de notre pays ne serait pas également tragique un jour. Donc vous avez l'argument là des autorités de police qui s'opposent en fait à cet afflux de réfugiés et s'opposent aussi au mouvement de solidarité à l'intérieur des frontières. Alors
Les autorités, donc confrontées à cette situation complexe, prennent aussi des mesures à titre préventif pour essayer de dissuader les réfugiés de venir jusqu'à la frontière suisse. Donc ils publient un communiqué de la légation, donc l'ambassade de Suisse en France, le 3 octobre 1942, qui est diffusé par les journaux et la radio, où il est écrit « La Suisse se protège contre les réfugiés clandestins. En raison du caractère exceptionnel et des circonstances actuelles, le gouvernement suisse n'est plus à même d'accueillir sur son territoire des personnes qui, sans être munies d'un visa normal délivré par un consulat suisse en France, ce qui sera le cas pour Françoise Frenkel, désirent se réfugier sur le territoire de la Confédération. Des ordres ont été donnés de refouler toutes ces personnes, sauf quelques cas tout à fait exceptionnels. » Et il y a une note de la rédaction qui est en fait ajoutée à la demande du gouvernement de Laval. Cette note, qui est communiquée par la légation de Suisse en France, vise l'afflux vers la Suisse d'étrangers généralement israélites. Alors, donc, il y a cette volonté du gouvernement suisse de bien montrer que le mythe, l'image de la Suisse terre d'asile n'est plus possible dans ce contexte. Et cette politique gouvernementale suisse suscite une certaine sympathie des autorités à Vichy, mais aussi des partisans de la France de Vichy. Alors vous avez ici un exemple, c'est le journal L'Action française, donc l'édition de Lyon du 9 octobre 1942. C'est un article qui s'appelle « Israël et la Suisse », qui est en fait un commentaire du débat au Parlement dont je vous ai cité un des extraits, dans lequel en fait ce rédacteur de l'Action française dit qu'effectivement il y a eu un débat qui est même virulent, ce qui n'est pas habituel en Suisse. L'opposition a critiqué les mesures prises par le gouvernement pour régler et tempérer une immigration massive d'étrangers, souvent indésirables, que dans les circonstances présentes, la Suisse éprouverait d'ailleurs des difficultés à héberger et à nourrir. À certains moments, la discussion anormalement longue a pris une tournure presque passionnée, rare dans une assemblée renommée pour son calme et sa pondération. Et le rédacteur rajoute « Tout le tapage fait autour des mesures de précaution et de protection éditées par le gouvernement suisse est dû à la savante propagande d'Israël. Plus tôt nos voisins et amis le comprendront, mieux cela vaudra pour eux. Heureusement, certains d'entre eux déjà éclairés seront à leur tour à même d'éclairer leurs concitoyens. » Et là, il cite des articles de journaux qui justifient la politique du gouvernement et que le ministre de l'Intérieur avait justifié en disant qu'il s'était empressé d'ailleurs de faire la distinction entre des réfugiés politiques isolés et les bandes guidées par des passeurs de profession dont l'afflux est un péril pour la sûreté intérieure de l'État. Donc c'est la dénonciation des passeurs qui aident les personnes en fuite comme François Svenkel à franchir la frontière hermétique. Alors cet article est rédigé par Jacques Delébecq, un journaliste assez connu de l'Action française, qui en octobre 1944 se présente à la frontière suisse en disant « Voilà, la situation en France depuis la libération est intolérable, ma vie est menacée, je demande l'asile en Suisse, la tradition d'asile de la Suisse ». Et à ce moment-là, il a l'appui d'un certain nombre de journalistes, de la Gazette de Lausanne, du Journal de Genève, de la Feuille David Neuchâtel, d'autres journalistes qui avaient applaudi aux mesures de 1942, ce qui fait que Jacques Delbecq pourra rester en Suisse jusqu'en 1949 et quand la situation se sera calmée à Lyon, il y retournera. Alors, pour vous donner quand même une image aussi de ce qu'était la situation suisse, en cet automne 1942, je vous reprendrai un article de la Gazette de Lausanne du 23 novembre 1942 qui parle de l'halogène. L'halogène, c'est Jacques Dicker. Vous connaissez tous, je pense, Joël Dicker. En fait, Jacques Dicker est l'arrière-grand-père de l'écrivain bien connu.
Et donc Jacques Dicker était venu depuis l'Ukraine, il avait fait ses études à Kiev, et en tant que militant socialiste, il s'est réfugié à Genève en 1908, et en 1915, il a obtenu la nationalité suisse. Il est devenu un militant socialiste très actif en tant qu'avocat. Il a défendu toutes sortes de personnalités, et il était notamment à la fin des années 30, une des cibles principales de l'extrême droite antisémite en Suisse. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est engagé aussi comme socialiste de gauche. Et il est décédé donc en novembre 1942. Et à ce moment-là, dans l'article nécrologique qui est publié sur cette personnalité qui était quand même un parlementaire pendant une vingtaine d'années, et la Gazette de Lausanne écrit, donc sous le titre L'Halogène, son profil sémite, coiffé d'une chevelure noire et grisonnante, fortement brossée en arrière et frappant d'exotisme. Des générations d'indigénats suisses pourront passer sur sa descendance sans en altérer le caractère. Un peu tassé, le teint blafard et les traits gras, il parle d'un accent slave, zézayant et incorrect. La seule possibilité d'une présence comme celle de ce proche oriental dans la salle des élus du peuple aurait dû être un signal d'alerte. Si ce révolutionnaire né a pu venir de Kiev à Genève retrouver Lénine y acquérir la naturalisation suisse, suspendre ses panonceaux dans la cité de Calvin, c'est bien qu'il y avait parmi les bourgeois des complicités et une inconscience si invétérée qu'on se demande si elle est guérissable. Donc c'est en novembre 1942 que Jacques Dicker est ainsi décrit. Vous voyez que toute une série de stéréotypes antisémites qui sont non pas dans un journal d'extrême droite, mais dans la Gazette de Lausanne, qui est un des organes du libéralisme en Suisse romande. Mais en même temps, il constate aussi que voilà, il est suisse, puisqu'il a été naturalisé, il a été élu à maintes reprises par les électeurs genevois, donc il y a un problème. Et ça montre la complexité de la société suisse et des débats qui se posent à ce moment-là, et qui se traduisent aussi, par exemple, par une analyse du ministère suisse des Affaires étrangères le 17 novembre 1942, qui explique que l'opinion publique suisse, quelle que soit la tendance politique ou sociale, a pris parti, souvent sur un ton passionné, en faveur d'un octroi large et généreux du droit d'asile à ces persécutés. Donc, voilà dans les grandes lignes la complexité de la situation suisse en 1942, et je vous propose de faire une pause et d'écouter ce qu'écrit Françoise Frenkel. Du coup, l'extrait, donc, c'est un extrait du spectacle. Alors, je ne suis pas toute seule dans le spectacle, donc je vais aussi prendre en charge 2-3 petites choses de mes camarades. Donc, effectivement, c'est le moment où Françoise Frenkel part de Grenoble. Elle y est arrivée la veille de Nice, où elle avait été accueillie et sauvée de la rafle du 26 août 1942 par un couple de coiffeurs. Mais là, le danger augmentant, il faut qu'elle arrive à passer la frontière. Donc, elle est accompagnée par un de leurs amis qui va l'escorter jusqu'à la frontière. Donc, ils vont partir de Grenoble. Ils ont été mis en relation avec une organisation, justement, qui aide les gens à passer. Et ils vont prendre le train pour arriver proche de la frontière, pas trop loin de la frontière suisse, et ensuite essayer de passer avec un passeur dont parlait Marc et un groupe de gens. À l'heure fixée, nous voyons en effet, nonchalamment adossé à la grille de l'entrée, un ouvrier, avec sous le bras un grand pain de fantaisie. Je dis nous parce que Monsieur le Tellier m'accompagne encore dans ce dernier trajet pour récupérer mes faux papiers. L'ouvrier monte dans le train en direction d'Annemasse. Nous nous installons dans un compartiment voisin. À chaque arrêt, nous surveillons le quai pour voir s'il n'est pas descendu.
ce qu'il fait au bout de quelques stations. Il sort de la gare, et nous de même. Après un quart d'heure de marche, nous voyons notre homme passer à droite de la route. 2 jeunes filles et un garçon, surchargés d'un attirail d'alpinistes, s'engagent du même côté. Nous avançons ainsi à une certaine distance les uns des autres. Enfin, notre guide s'arrête devant une auberge, allume une cigarette et entre. L'aubergiste nous mène discrètement vers une petite salle où le couvert est dressé. Le jeune homme, déguisé en ouvrier, se débarrasse de son pain, s'approche de nous et se présente comme adjoint de l'association d'aide aux fugitifs. En attendant le passeur, il nous propose de nous mettre à table, en prévision de la longue marche qui nous attend. Quelques minutes après, une femme, accompagnée de 2 enfants, entre dans la salle. Tandis que le garçonnet de 10 ans s'assoit à notre table, la mère conduit la fillette de 14 ans environ par la main, comme on le fait pour de tout petits enfants. Le garçon se met à manger de bon appétit, la fillette reste immobile, et sa mère la fait manger à la cuillère. Elle nous raconte que la petite est dans cet état depuis la nuit où, réveillée par le vacarme, elle a assisté à l'arrestation de son père. Et elle conclut avec un soupir « Je suis allée voir un médecin à Grenoble. Il m'a assuré que son état redeviendrait normal. En Suisse, il y a de grands spécialistes qui me guériront certainement ma petite Rachel, n'est-ce pas ?» Un campagnard entre. La mère se lève, suivie du garçon, ramasse le mince colis, prend par la main l'enfant démente, nous fait un signe d'adieu. Le groupe tragique disparaît derrière l'homme, en route vers le salut ou la déportation. Notre passeur tarde à venir. À 2 heures, notre jeune guide devient nerveux. L'aubergiste, parti au renseignement, rentre pour nous annoncer que M. Charles est introuvable au village, mais qu'il y a encore Julot. Un quart d'heure plus tard, un homme pénètre dans la salle. Son seul aspect m'inspire la plus violente antipathie. Il nous dit « Écoutez-moi bien, il faut se mettre en route tout de suite. Nous sommes en hiver, le soleil disparaît vite. J'irai devant, vous me suivrez à bonne distance. Si je m'arrête, vous approchez. Si je m'assieds sur le talus ou m'accroupis, c'est qu'il y a danger. Vous entrez alors sans hâte dans le bois. Si la rousse vous accoste et vous demande vos papiers, vous les présentez naturellement, sans hésiter, poliment. Si ça colle, vous continuez votre chemin. Mais si vos papiers ne plaisent pas à ces bougres et qui vous emmènent, moi, ni vu ni connu, vous ne dites rien, vous ne dites pas qui vous conduit. Mon arrestation ne vous servira à rien. Et ce serait une perte pour vos copains qui arrivent tous les jours et que nous sauverons. Un passeur, ça compte par les jours d'à présent, hein? Alors, d'accord, monsieur, dame? Les 3 jeunes gens se chargent de leur sac tyrolien. Je ramasse machinalement mon baluchon. Je remercie monsieur le tellier pour tout ce qu'il a tenté pour moi. Je prends congé de lui dans un état de semi-conscience, absente. Au moment de passer devant Julot, je suis frappée par son haleine, qui sent fortement l'alcool. Cette constatation encore me laisse indifférente. C'est trop tard. Tout est trop tard. C'est le sort aveugle qui doit décider du reste. Je me suis souvent demandé depuis pourquoi j'avais consenti à suivre ce passeur qui m'inspirait tant d'aversion et de méfiance. Je crois que c'était par le désir, plus fort que tout, d'en finir, de ne plus penser, de ne plus chercher, d'en passer par là. J'étais comme le noyé qui renonce à la lutte et s'abandonne aux éléments. Nous nous engageons sur la route. Le soleil est pâle, le paysage tout blanc, la neige ferme sous nos pieds. Pendant 5 kilomètres, nous suivons Julot avec un écart d'une centaine de mètres. Mais au bout d'1 heure, mes compagnons ont une sérieuse avance sur moi. Je les rejoins au carrefour d'une route. Julot m'attendait pour nous donner de nouvelles instructions. Je les prie de ne pas trop s'éloigner, afin que je ne les perde pas de vue. Une jeune fille réplique « Ce n'est pas une promenade ». L'autre corrige « Voyons, Suzy,
Il faut ménager madame, elle n'a plus notre âge. Pendant un bon moment, tous cheminent moins rapidement. Mais une demi-heure plus tard, mes compagnons sont loin, hors de vue. À un nouveau tournant, j'aperçois Julot, appuyé sur son vélo, entouré des jeunes gens. Il me dit « Madame, avant d'entrer dans le village, je m'arrêterai. Ce sera le moment de me passer vos papiers, que je dois remettre au monsieur qui vous a accompagné. Bon, le village, vous le traversez carrément. Vous êtes des touristes, et ça se rencontre souvent par ici, des touristes. Le village dépassé, vous arrivez à une voie ferrée. Vous faites halte près du passage à niveau, et alors vous y êtes. Je vous indiquerai l'endroit où vous pouvez filer en Suisse. Tout le monde a bien compris ? 500 mètres plus loin, nous pénétrons dans un tunnel. Une totale obscurité nous entoure. Par bonheur, nous avons suivi le conseil de l'organisation en nous munissant de lampes de poche. Les pierres du ballast croulent sous nos pas. Julot porte son vélo sur l'épaule, s'efforçant de garder l'équilibre. Nous trébuchons continuellement. Une jeune fille perd un talon et s'arrête pour arracher l'autre de force. Moi, je tombe à plusieurs reprises. Enfin, une faible lumière apparaît au loin. Nous parvenons à atteindre la sortie. En bas, dans la vallée, une ville. Genève. Le salut. Mais Julot s'engage déjà sur le viaduc en poussant le vélo. Nous le suivons. Des traverses manquent, ça et là. Au-dessous s'étend le lit d'une rivière à sec, remplie de pierres et de rocs. Prise de vertige, je m'efforce de ne plus regarder l'abîme. Je me mets à compter les traverses pour fixer mon attention. 1, 2, 3, 4. À force de volonté, je parviens à ne voir qu'elle. Et puis enfin, je mets le pied sur la terre ferme. Mais les jeunes gens s'engagent sur la route avec une énergie redoublée. Moi, je suis à bout de force. Le ciel s'assombrit, le jour décline. Julot s'est arrêté. « Vos papiers, madame !» Ma fatigue est telle que j'éprouve une indifférence proche de l'anéantissement. Je regarde Julot déposer mes précieux faux papiers dans un tronc d'arbre qu'il semble utiliser habituellement comme cachette, car il en sort un paquet de cigarettes et une enveloppe. « Allez, on repart !» J'ai les pieds à tel point gonflés que je ne peux plus suivre mes compagnons. Je m'assois sur le talus et j'enlève mes chaussures. Mais voyant les autres disparaître rapidement, je me remets en marche, en chaussettes, sur le sol blanc de givre. Les lumières de Genève se rapprochent de plus en plus. J'arrive au village, je contourne la fontaine, je me trouve près du passage à niveau. Silence. Personne. Mes compagnons ont disparu. Je me trouve certainement à l'endroit d'où Julot devait nous indiquer le passage, mais je ne peux plus rien distinguer, tant la brume est opaque. La pensée m'effleure de retourner sur mes pas, de reprendre des papiers et de retourner à l'auberge. Mais je sais que je n'y arriverai jamais. Devant moi, à 3 pas, un ravin, le long duquel se dressent les ombres des arbres. L'idée me vient d'explorer ce ravin pour voir où il aboutit. Il exerce sur moi un étrange attrait, une mystérieuse fascination. J'avance à tâtons. Une vive lumière me frappe en plein visage et m'éblouit. « Que faites-vous là, madame, en pleine nuit ? Vous cherchez vos compagnons ? Allez, venez, madame, ils vous attendent. » L'homme me prend par le bras. Nous faisons une 50aine de pas pour arriver au bureau de la douane. « Hé, j'en ajoute encore une au dernier lot. Elle fait partie de l'équipe aux passeurs éclipsés. » Sur les bancs, le long du mur, je revois mes compagnons, effondrés. Merci. Vous m'entendez là, ça va? Comme cela vient d'être lu, donc elle ne peut pas entrer en Suisse à sa première tentative, elle refera une tentative quelques mois plus tard et elle va vivre pendant quelques mois en fait dans la proximité de la Suisse sans pouvoir y pénétrer, et là elle aura toutes sortes d'informations sur d'autres
personnes en fuite qui essayent désespérément de franchir cette frontière, et notamment des scènes dramatiques qui sont malheureusement réelles d'un couple qui avait décidé de se suicider s'ils étaient refoulés à la frontière, et le mari en fait tranche la gorge de sa femme qui décède, et lui survivra, mais disons pour dire la violence et les angoisses qui accablaient les gens qui essayaient de fuir en Suisse à ce moment-là. Alors finalement, elle réussira en juin 1943 à venir en Suisse, et là c'est la photo qu'on trouve dans son dossier de réfugié, et en voyant cette photo, je pensais aussi à ce qu'elle écrit dans la dernière phrase de son livre, où elle parle de ces fuites successives qui lui laissent qu'un lamentable baluchon et un cœur désolé et fatigué à mort. Il me semble qu'en voyant cette photo, on voit à la fois la fatigue des années de fuite qu'elle a dû vivre avant 1943, et en même temps une détermination qui fait qu'elle a réussi à finalement franchir la frontière et à pouvoir ainsi sauver sa vie qui était menacée, puisque celle de son mari sera détruite par les nazis. Alors, comme les autres réfugiés, elle doit remplir des formulaires. Alors, il y a plusieurs formulaires qu'elle remplit pour la police suisse et puis pour l'armée suisse. Alors, il y a différentes indications d'ailleurs qui varient d'un formulaire à l'autre. On pourrait en discuter. Mais ce qui est clair, c'est qu'elle doit répondre à plusieurs demandes sur ce qu'elle a fait avant d'arriver jusqu'en Suisse, et aussi de dire si elle a déjà séjourné en Suisse, si elle a des connaissances en Suisse, et si elle a des moyens de financer son séjour en Suisse. Alors, dans le cas de Françoise Frenkel, ce qui a été très important, c'est qu'un de ses cousins germains résidait en Suisse et était même devenu suisse. C'est Lazar Wexler, dont voici une photo en 1936. Lui était aussi d'origine polonaise. Il était en Suisse depuis la Première Guerre mondiale, où il avait été un peu bloqué par hasard avec sa mère. Et il a fait des études d'ingénieur. Il a obtenu la naturalisation suisse en 1923, et il est devenu le principal producteur de films suisses pendant pratiquement 40 ans. C'était celui qui a produit les films suisses qui ont eu le plus de succès. Et les premiers films qu'il tourne pendant la guerre sont plutôt des films, disons, de propagande militaire. Et donc, il a ainsi obtenu des crédits de l'armée suisse pour montrer l'armée suisse dans différentes phases de son histoire. Mais à la fin de la guerre, il produit des films qui concernent plus les victimes de la guerre. Un film qui concerne un enfant français qui est finalement accueilli en Suisse, et le film qui va être le plus connu, qui s'appelle La Dernière Chance. Alors mais qui sera tourné après l'arrivée en Suisse de Françoise Frenkel. Mais disons, Lazar Wexler était une personnalité connue, et il avait épousé une Suissesse protestante qui était aussi qui est devenue une amie proche de Françoise Frenkel. Donc ceci rassure les autorités suisses, qui considèrent que si Lazar Wexler s'engage à financer le séjour en Suisse de sa cousine, on peut la laisser entrer. Alors elle est depuis juillet 1943 dans différents camps dans la région de Genève, et à ce moment-là, son cousin habite Zurich, à l'autre bout de la Suisse, et elle réussit à obtenir
le droit d'aller à Brunnen, qui est une localité au bord du lac des Quatre Cantons. Mais comme elle l'écrit dans cette lettre, ma libération donc du camp dans lequel elle est à Genève, mais Brunnen faisant partie du réduit national, les autorités militaires s'opposent en principe à la présence des étrangers dans cette localité. Il faut savoir que la stratégie militaire de la Suisse a été complètement bouleversée à la suite de la débâcle française. La stratégie auparavant était de tenir les frontières et éventuellement d'avoir l'aide de l'armée française qui était réputée la meilleure du monde avant juin 40. Et au cours de l'été 40, il est décidé de changer de stratégie et de construire ce qu'on appelle le réduit national, c'est-à-dire que l'armée se replie dans les Alpes et considère que s'il y avait une attaque allemande ou italienne, la seule possibilité pour défendre le territoire, ça aurait été d'être dans le réduit. Et dans le réduit, donc c'est les zones des Alpes fortifiées, on ne voulait pas que des réfugiés viennent parce qu'on avait toujours peur des espions qui pourraient faire des dessins des fortifications et ensuite les communiquer aux Allemands ou aux Italiens. Donc les réfugiés en principe n'avaient pas le droit dans cette zone du réduit national, mais vu l'influence de Lazare Wexler, Françoise Frenkel pourra y séjourner et y rédiger son livre au bord du lac des Quatre Cantons. On voit aussi que en août 1943, elle est confrontée aux problèmes auxquels sont confrontés aussi les autres réfugiés qui avaient encore des devises, des monnaies, et ils devaient déposer toutes les devises, toutes les monnaies étrangères qu'ils avaient, et qui étaient converties en francs suisses au cours du jour par la Banque populaire suisse, ce qui posait aussi des problèmes parce que, évidemment, le cours, par exemple, du franc français en août 1943 avait chuté, et les francs français de Françoise Frenkel ont été ainsi convertis de force, si on veut, obligatoirement en francs suisses, et elle a probablement perdu du pouvoir d'achat de ce point de vue-là. Néanmoins, il est clair, réussi à sauver sa vie dans ces conditions. Alors, en 1944, Lazare Wexler commence le tournage du film qui s'appelle La Dernière Chance, dans lequel il décrit, en fait, lui est le producteur et le réalisateur, et Léopold Lindbergh, qui était aussi un réfugié juif, mais lui qui venait de Vienne. Et ils décrivent dans ce film un groupe de réfugiés qui sont en Italie du Nord en septembre 1943 et qui sont dans différentes statuts. Alors là, par exemple, c'est un train de déportation où on voit la femme qui essaye de retenir son mari qui est déporté. Et dans la suite du film, cette femme va rejoindre un groupe un peu hétérogène où il y a des militaires américains et britanniques évadés qui vont petit à petit réussir à atteindre la frontière suisse en bénéficiant de l'aide notamment d'un curé dans un petit village italien. Dans la suite du film, ce groupe réussit à s'échapper, mais le curé va être assassiné par les néofascistes. Donc ce film, en fait, montre le destin de ce groupe de réfugiés, et au cours des aventures qui leur arrivent dramatiques, ils décrivent les uns et les autres pourquoi ils se sont retrouvés ainsi à essayer de fuir parce que leurs vies sont menacées, que ce soit pour des raisons militaires comme pour les Américains et les Britanniques, ou que ce soit pour des raisons raciales, ou pour des raisons intellectuelles, puisqu'il y a aussi un intellectuel qui a dans sa valise le manuscrit d'un livre. Donc, finalement, ils arrivent à la frontière, quelques-uns sont tués, mais par les Allemands et les Italiens, mais la majorité d'entre eux réussissent à venir jusqu'en Suisse et à être accueillis
là aussi parce qu'un militaire intervient auprès de Berne en disant il faut accueillir ce groupe. Et l'image donc d'une Suisse qui est la dernière chance, et la scène finale montre une colonne de réfugiés qui deviennent des centaines et des milliers finalement qui trouvent refuge en Suisse. Alors ce qui est intéressant, c'est l'attitude des autorités, parce qu'au début, quand le film est tourné en 1944, il faut tourner des scènes dans les Alpes, et c'est le réduit. Alors les autorités militaires disent « Ah non, il est hors de question que des Juifs, des étrangers viennent dans le réduit, ils vont violer des secrets militaires, etc. » Alors bon, il y a toutes sortes de difficultés administratives qui doivent être surmontées. Et en mai 1945, il y a encore la copie avant la diffusion doit être soumise aux autorités qui finalement l'acceptent. Et à ce moment-là, le film va avoir un succès international considérable. Au Festival de Cannes de 1946, il obtiendra un grand prix et sera diffusé à travers le monde. Même les consulats et ambassades de Suisse à l'étranger organiseront des projections publiques pour dire, voilà, c'est la Suisse, terre d'asile, dans sa tradition, à travers les siècles, etc. Donc il y a eu en quelques mois une évolution assez importante. Et donc Lazar Wexler a été un des acteurs de ce processus, mais comme je disais, ce film de 1947 n'aborde pas du tout la question des refoulements réels, c'est-à-dire il y a la menace d'un refoulement, mais finalement les réfugiés sont acceptés. Il faudra attendre des décennies pour que d'autres films suisses abordent cette question du refoulement à la frontière. Mais c'est aussi le moment, disons, où ce film est tourné et où le livre de Françoise Frenkel est publié. Alors, il est publié finalement par une petite maison d'édition protestante à Genève, et il y a eu en fait très peu de comptes rendus. Il y a dans le livre là, un compte rendu dans le journal féministe suisse roman qui a été publié, et là c'est dans la Gazette de Lausanne du 1er décembre 1945 que ce livre est l'objet d'un entrefilet où il écrit « L'émouvante histoire d'une libraire israélite obligée de fuir l'Allemagne, puis la France. Aucun pathos dans ce document vécu, dans cette suite d'aventures sinistres où passent de belles figures françaises, toutes les figures qui aident Françoise Frenkel à survivre et à s'échapper, et d'autres aussi, hélas, puisque le livre montre aussi, comme l'extrait l'a montré aussi, les personnes qui ont entravé la fuite de Françoise Frenkel. Un témoignage honnête et captivant, tout ensemble, cela vaut la peine d'être signalé. Mais j'irai encore plus loin, je dirais que ce livre vaut la peine d'être lu et même interprété de différentes manières. Le parcours de son auteur vaut aussi la peine d'être analysé par des recherches historiques. Je vous en ai donné quelques aspects, mais d'autres recherches sont encore en cours. Alors, ces recherches historiques sont aussi non seulement des recherches solitaires dans les archives, mais aussi l'occasion de communiquer les résultats de ces recherches et d'en discuter avec différentes générations. Et je vous recommande les journées franco-suisses des Justes qui sont organisées par la LICRA cette année, du 17 au 19 juin à Thonon-les-Bains et à Lausanne. Le programme est ici et il y aura plusieurs tables rondes et aussi la projection, la représentation de la pièce basée sur le livre de Françoise Frenkel, toutes sortes d'occasions de discuter à la fois des questions historiques, des questions de l'accueil de l'autre et de la politique d'asile dans l'histoire et dans la situation actuelle. Alors je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de répondre à vos questions.